Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes tous en train d'arriver. On va juste laisser le temps que les connexions se mettent en place. Bonjour, c'est gentil. Vous êtes déjà assez nombreux, effectivement. Et bien, ça a commencé. Parfait. J'ai juste pas l'écran, moi, Hildé. Je sais pas si tu le partages. Oui, on voit nous. Vous voyez où? Ok, moi je vois plus. Super. Ah si, il est sur le côté, désolé, autant pour moi. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, du coup je prends la parole. Simon Pinjon, je suis un des animateurs du réseau collectif Grand Est. On a le plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de ce nouveau webinaire du réseau collectif Grand Est, qui aura du coup comme thématique la question du réemploi, mais pas de la manière où on a l'habitude forcément de la aborder, mais d'une autre manière, un peu plus innovante, un peu plus inspirante. C'est l'objectif du coup de ce webinaire, de faire découvrir cette nouvelle manière d'aborder la question du réemploi dans le milieu du monde économique et de notre territoire, qui est la région Grand Est. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a toujours pour habitude, dans le cadre de nos webinaires, de vous présenter un petit peu les actualités du réseau et vous rappeler aussi l'objectif du réseau. Il y a toujours des nouveaux participants à nos webinaires, même si, et parce que vous êtes de plus en plus nombreux, hein, plus de 90 inscrits aujourd'hui et déjà une quarantaine de connectés. Je vous propose rapidement de vous rappeler qu'est-ce qu'est le réseau collectif Grand Est, quelles sont ses grandes missions, avant d'entrer dans le vif du sujet. Un premier élément, peut-être juste, peut-être ne dérange pas de retourner sur la diapositive d'avant, idée. Le réseau collectif Grand Est, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est un réseau qui a été fondé en 2018 par les acteurs publics et parapublics de notre territoire, engagés pour une transition environnementale et énergétique de notre région. Vous retrouvez du coup les logos de l'ensemble de ces partenaires. On va retrouver notamment l'ADEME et la région à travers le programme Climaction, mais également toutes les chambres consulaires, CCI Grand Est, CMA Grand Est et la CRES Grand Est, et également l'ADREAL Grand Est, l'Agence de l'eau rameuse et le CIRID et l'Institut national de l'économie circulaire en tant qu'acteur fondateur au niveau national. Et ce réseau, il est animé aujourd'hui, depuis 2022, par Initiative Durable, l'IAE Grand Est et le Club d'écologie industrielle. Alors, qu'est-ce qu'il a vocation de ce réseau? Il a vocation à promouvoir l'économie circulaire, et notamment par deux grands outils. Le premier, c'est sa plateforme. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, normalement, vous avez dû le connaître parce que vous avez dû sûrement passer par cette plateforme pour vous inscrire à ce webinaire aujourd'hui. Mais il y a une plateforme, collectifgrandest.org, qui vise du coup à apporter toute l'actualité événementielle, mais également des fiches de retour d'expérience, des annuaires d'apporteurs de solutions, tous les programmes, on va dire, de financement, d'aide à l'économie circulaire pour le territoire de la région Grand Est à destination des acteurs économiques. Vous retrouvez tout ça sur cette plateforme collectif-grandest.org et c'est gratuit pour ceux qui ne le savent pas, donc juste un compte et un mot de passe à créer et vous avez toutes ces informations à votre disposition. Ce qui est bien fait aussi avec cette plateforme, c'est que vous recevez tous les mardis matins votre newsletter, des éléments agrégés dans la semaine qui ont été communiqués sur la plateforme. Donc vous avez là-dessus en fait toutes les semaines de ce qui se passe en économie circulaire si on fait correctement notre travail, on essaie de le faire correctement chaque jour. Au-delà de cette plateforme d'information, vous avez également, on a aussi vocation à créer des événements parce qu'on est un réseau. Et un réseau, ça vit pas à travers une plateforme numérique, ça vit principalement par des rencontres, des temps de rencontres, alors parfois numériques quand même, comme le webinaire aujourd'hui, mais aussi des visites de sites et des grandes rencontres d'ampleur régionale que l'on organise. Et sachez aussi que le réseau collectif Grand Est, c'est l'un des réseaux régionaux. Donc, c'est le réseau régional de l'économie circulaire en région Grand Est, mais qu'il existe aussi, si vous êtes intéressé, d'autres réseaux de ce type sur, grosso modo, quasiment toutes les régions de France aujourd'hui. Et vous les retrouvez notamment dans cette rosace à gauche, avec, in fine, le réseau qu'on appelle le réseau mère chez nous, qui est l'économiecirculaire.org, qui est la plateforme nationale existante sur le sujet. Voilà. Prochaine diapositive. Donc, je vous l'ai dit, on est 4 animateurs de ce réseau et on a une logique pour assurer une bonne animation de notre réseau. Hein. La proximité est importante pour une bonne animation de réseau. Et donc, le choix a été fait d'avoir une animation, on va dire, par ex-région. Donc, moi-même, Simon, avec Hildé, sur le territoire alsacien. Mais vous avez sinon Selda sur les territoires lorrains. Et sur le territoire champardonnais, vous avez Pierre qui doit se cacher aussi quelque part dans le DIMAT. Voilà, donc si vous avez des questions Écoute, je spécifiques à confirme votre que je suis là. territoire, merci de me rejoindre.
Donc, si vous avez des questions spécifiques sur l'économie circulaire, eh ben, écoutez, on est à votre porte d'entrée, on est là pour ça, on a du temps pour vous, c'est notre objectif. Deux derniers éléments à vous présenter avant de passer au concret de ce webinaire. À vos agendas, trois événements qui nous paraissent importants pour la communauté engagée pour l'économie circulaire en région Grand Est de connaître. Un prochain qui a lieu le 10 juillet, qui est une visite de site sur les matériaux, la terre comme matériau de construction circulaire. Donc, je vous invite si vous êtes disponible, si le sujet vous intéresse, à vous y inscrire. Vous avez tous les liens, encore une fois, sur la plateforme. Et un peu plus tardivement, après l'été, deux grands événements phares de notre territoire qui aborderont la question de l'économie circulaire à travers différentes facettes. Le premier, le Forum de développement durable, hein, une 1000 personnes qui participent chaque année, qui a lieu au Congrès de la musique au Congrès de la musique à Strasbourg, le 4 novembre prochain. Et un peu plus tard, fin novembre, le 25 et 26 novembre, le salon Industrie du futur BI 5.0, pour lequel aussi on prend une grande part cette année, puisqu'on est en charge de la programmation, notamment de toute la partie transition environnementale. Donc on parlera beaucoup d'économie circulaire dans le cadre de ce salon, qui est du côté de Mulhouse et qui rassemble à peu près 4 à 5 000 participants par an. Voilà pour vos agendas. Un dernier élément, et après on passe au webinaire, mais qui est toujours important et qu'on a toujours vocation à promouvoir dans le cadre de nos événements du réseau, c'est l'outil Click Agile. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Click Agile, Click apostrophe Agile. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à y faire un tour. C'est un outil qui a été développé justement par les membres fondateurs de ce réseau. Donc, on va retrouver l'ADEME, la région, les chambres consulaires, l'agence de l'eau, l'ADREAL, mais également la banque BPI France, et qui ont fait l'effort d'agréger ensemble toutes les aides disponibles pour permettre cette transition environnementale et cette transition énergétique qui est nécessaire, notamment avec une météo comme aujourd'hui, on ne peut pas le nier, et qui permet du coup de retrouver qui aide quoi pour soutenir le développement et l'investissement d'actions à vocation transition écologique dans les entreprises de notre territoire. Donc voilà, typiquement, si vous cherchez à savoir quel est l'acteur qui finance la possibilité de récupérer des eaux usées sur son entreprise, en allant sur Click Agile, en répondant à une petite série de questions, ça dure 2-3 minutes, vous allez retrouver, c'est sûrement l'agence de l'eau Meuse, et vous allez avoir le nom de votre contact qui est en charge de ce programme, le nom du programme et les coordonnées, adresse mail et téléphone. Donc c'est quand même un outil assez puissant et qui mérite d'être tenu. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour. J'en ai fini pour cette introduction sur Collectif Grand Est et je vous propose du coup de passer à notre webinaire, à notre sujet du jour, le réemploi. On aura du coup 5 intervenants aujourd'hui avec nous pour aborder ce sujet. Gianalice Mbarki, fondatrice de Autour du Tissu. Catherine Aubertin, directrice du pôle textile Alsace. Arnaud Brandon, responsable opérationnel chez l'art et la matière. Frédéric Hall, notre fameux sourceur, le sujet phare du jour et animateur de la démarche d'écologie industrielle et territoriale sur le pays Cœur de l'Air, et Alain Borer, son vice-président également sur ce même territoire. Bonjour à tous les 5. Peut-être en préambule aussi, ce webinaire est enregistré, je tiens à le rappeler. Donc on aura la possibilité de pouvoir le revisionner. Il sera mis en ligne assez rapidement sur la plateforme Collectif Grand Est comme toujours. Et également à nos chers participants, si vous avez des questions, des réactions et des questions à poser à nos intervenants, on vous invite à le faire dans le petit onglet que vous trouvez en haut de votre écran, Q et R, pour questions et réponses, et de poser directement vos questions et réponses dans cet onglet. Et on essaiera de les poser au fur et à mesure, du coup, à nos intervenants, au fur et à mesure de leurs interventions. J'espère que j'ai été clair. Et je vous propose du coup de démarrer ce webinaire par l'intervention de Frédéric. Frédéric, tu es donc l'animateur d'écologie industrielle et territoriale du pays Cœur de l'Air. Tu animes cette démarche depuis maintenant près de 5 ans, si je dis pas de bêtises, et tu as transformé finalement ce métier d'animateur d'écologie industrielle et territoriale de ton territoire, qui vise à développer des synergies entre acteurs économiques de ton territoire, vers un métier de sourceur. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un sourceur, dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, c'est un mot nouveau qu'on a mis. Alors, si on peut passer à la première diapo, j'ai pour habitude de dire que le métier de sourceur se trouve entre celui de sourcier, qui est plus connu avec sa baguette, ou celui de sorcier, moins connu, du moins sous nos territoires. Mais voilà, le métier de sourceur, sa définition, c'est
une personne dont le métier est de rechercher ce qui peut satisfaire le client en explorant les ressources existantes. Donc, on est vraiment dans un système où il s'agit de trouver des matières, parfois des objets, c'est plus rare, que certains n'ont pas, ou enfin ne peuvent plus utiliser, pour le renvoyer vers des gens qui sont susceptibles de transformer ou de l'utiliser. Si on passe à la diapositive suivante, on peut essayer de synthétiser le métier de sourceur comme ça. La première chose, c'est de détecter ces ressources dans les entreprises. Alors, ça peut être des fins de série, ça peut être des chutes de production, ça peut être des stocks morts, ça peut être des retours clients. Et il s'agit d'aller les voir, d'estimer la possibilité de réemploi. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de réemployer parce que ça a été souillé, parce que ça a été abîmé, mais de voir la possibilité de la matière ou de l'objet quant à sa réutilisation. Un autre aspect important, c'est d'adapter le gisement au débouché, c'est-à-dire que quand vous avez 10 tonnes d'un produit, il faut trouver des structures qui sont capables d'absorber ce gisement et de pouvoir le faire. Donc là, il y a une adaptation à faire. Des fois, on ne prend pas la totalité du gisement, mais on n'en prend qu'une partie. Ensuite, si on peut passer, on a une logistique adaptée, c'est-à-dire qu'il faut passer ce gisement de là où il est produit vers les structures qui sont susceptibles de le transformer. Donc là, on part d'un point et la plupart du temps, on va vers plusieurs points différents. C'est aussi un problème logistique adapté. D'autre part, là, la logistique impose aussi le conditionnement, la possibilité de lever les matières de manière mécanique ou pas. Bref, il y a tout un aspect logistique important. Ensuite, le sourceur, dans notre cas, va le donner et principalement aux structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'ils soient associatifs, structures d'insertion, ou des fois aussi les écoles, les structures médico-sociales. Ensuite, le rôle du sourceur s'efface un petit peu, puisque on passe dans le monde de l'ESS qui va soit transformer ou soit vendre directement ces produits-là. On essaye toujours d'avoir un retour vers les entreprises donneuses, c'est-à-dire que quand une matière a été prise dans une entreprise, on va demander à ce qu'il y ait des photos de la réalisation qui a été faite avec ces matières-là, pour le renvoyer ensuite, et c'est la dernière flèche, vers celui qui nous a donné la ressource, parce que c'est un moyen important de montrer à l'entreprise que la matière première secondaire qu'elle nous a mis de côté a réellement servi et sert à quelque chose. Souvent, quand c'est dans le monde artistique en plus, on a une valeur ajoutée auquel les entreprises sont sensibles. Voilà, si on doit résumer en quelques carrés le métier de sourceur, c'est ça, détecter, estimer la possibilité de réemploi, adapter la logistique et ensuite trouver les structures qui sont capables de le prendre. Merci Frédéric. Et du coup, comment as-tu eu l'idée finalement d'aller vers ce métier? Alors, j'ai pas eu du tout d'idée, c'est uniquement de l'opportunité. J'étais animateur EIT, donc j'ai fait comme beaucoup de mes collègues, tout ce qui est, par exemple, achat mutualisé, on a fait des formations communes et petit à petit, c'est vrai que je me suis orienté et la démarche de EIT s'est dystrophiée au profit de ce nouveau métier de sourceur et donc d'animateur de réseau. Donc c'est vrai que le sourceur est un animateur de réseau. Si on peut envoyer le graphique, on voit que sur les dernières années, j'ai ce que j'appelle un réseau amont qui va me donner des matières essentiellement. Ensuite, un réseau aval qui va essentiellement absorber ces matières-là. Et on voit que sur les 4 dernières années, bon, je rappelle qu'avant, c'était la période du Covid, donc ce n'était pas très évident de travailler avec les entreprises. On a cessé d'augmenter l'ensemble du réseau. Quand on envoie le dernier élément de la diapo, donc en 2024,
on a à peu près une centaine de structures qui ont effectivement contribué au réseau. C'est-à-dire qu'il y a eu un contact réel qui s'est fait. Ce n'est pas des gens qui sont en dormance. Et au cours des années, à peu près, on a un tiers du réseau amont pour 2 tiers aval. C'est-à-dire qu'il me faut plus de structures de l'ESS pour pouvoir absorber les matières que de celles qui me donnent. Après, on peut essayer de voir, et c'est la diapo suivante, l'impact que peut avoir un sourceur. On va le faire sur les 3 points, les 3 piliers du développement durable. Donc, l'impact environnemental, il est évident que les tonnages ont largement augmenté. L'année dernière, c'est 65 tonnes de matière qui ont été captées dans les entreprises et qui ont été réinjectées sur le territoire via l'ESS. Donc, on a là un impact important. On peut passer à la suite, qui se définit autrement. D'abord, sur l'ensemble, depuis le 2021, c'est 159 réemployés. Donc, c'est des tonnes de CO2 évitées, mais c'est aussi des tonnes de matières neuves qui sont économisées. Donc, tout ça a un impact environnemental. Et ce que l'on voit aussi, c'est une acculturation des entreprises à l'économie circulaire. C'est-à-dire que souvent, j'ai une personne qui est intéressée dans l'entreprise, pas toujours le chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un de l'encadrement, et on va commencer à travailler, mais l'intérêt de l'entreprise est important. Elle peut le valoriser dans son système de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, et elle joue le jeu jusqu'à aujourd'hui nous faire des stocks déportés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sourceur que je suis n'a pas de moyen de transport et n'a pas de lieu de stockage. Mais par contre, les entreprises me mettent à disposition une partie en particulier des chutes de production et elles sont en permanence à disposition. C'est-à-dire que quand j'ai une entreprise de l'ESS qui me dit j'aurais besoin par exemple de molleton, je sais où en trouver. Et quasiment, on peut répondre immédiatement à la demande. Et ça, c'est un point important parce qu'avant, le stock, il allait directement dans la benne. Aujourd'hui, ces matières premières secondaires sont stockées par les entreprises pour permettre d'être valorisées. Donc ça, c'est un point environnemental important. Peut-être juste utiliser le terme de molleton pour que tout le monde soit bien Bon, aligné, clair sur ce que c'est. Ouais, effectivement, c'est une espèce de mousse, par exemple, qu'on va mettre sur une assise de siège, de manière à ce que ce soit un petit peu confortable. Quand vous êtes Et assis là, vous aujourd'hui, êtes tu le tous renvoies où? assis. Pardon? Et aujourd'hui, tu arrives à le renvoyer vers où, ce molleton, par exemple? Alors, il y a plein de solutions différentes. C'est les receveurs, en fait, qui vont faire quelque chose. Donc là, je pense à un molleton qui est aujourd'hui utilisé, par exemple, en acoustique. Et les découpes de fabrication vont être utilisées, par exemple, en triplure dans un sac pour lui donner un petit peu plus de rigidité. Ou va être mis dans des sacs pour de l'informatique, de manière à amortir les chocs par rapport à l'élément informatique qu'on va mettre dans le sac. Donc, il y a plusieurs applications, et ces applications, c'est plus les gens qui vont avoir la matière qui vont décider ce qu'ils vont en faire. D'un point de vue d'impact, on peut parler aussi d'économie sur la diapo suivante. C'est pareil, j'ai pris des chiffres tout à fait réels. C'est l'analyse qu'on a fait en 2024. Vous avez sur la première colonne les tonnages valorisés par catégorie, du tissu, du molleton, des fibres naturelles et synthétiques, des cordes, du cuir, etc., jusqu'à du verre. Et ensuite, j'ai pris des prix au kilo tout à fait réels, puisque c'est l'art et la matière qui interviendra par la suite, et c'est leur prix de vente. À savoir quand même que c'est une structure de l'ESS, association, qui n'a pas de subvention de fonctionnement. D'accord? Et qui arrive quand même à avoir 1,6 ETP. Donc, les prix qui sont mis là, par exemple 7 € du kilo pour le tissu étoile qui va jusqu'au verre à 5 €, ce sont des prix qui sont dans l'économie classique. L'année dernière, c'est 66 tonnes qui ont fait. Quand on fait la multiplication de chaque ligne par le prix de vente, on arrive tout en haut à
une valeur à peu près de 230 ou 235 K euros de matière, de flux financiers qu'a généré le poste de sourceur. Et donc, si on peut envoyer le tableau à côté. Donc, si on estime qu'un poste de sourceur est de l'ordre de 65 K euros à l'année, on s'aperçoit que son travail sur 66 tonnes en 2024 de valorisé représente un peu plus de 200 K euros de réinjecter en fait dans l'économie territoriale. Or, cet argent-là est une somme qui a déjà été dépensée par les entreprises et le sourceur permet de les capter et de les réinjecter en fait sur l'économie du territoire. Une petite note. Oui. Non, mais je me permets de t'interrompre du coup, parce que ça fait le lien du coup avec une question de Jérôme dans le chat, qui me demandait justement comment était financé ce poste aujourd'hui de sourceur sur ton territoire. Alors, aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 6 ans que j'anime le poste. Autant les 3 premières années, on avait une aide de Climaction, donc région et ADEME, autant sur ces 3 dernières années, le poste a été entièrement financé sur fonds propres du pays Turdolaire. Et c'est là où ça peut effectivement, à un moment, coincer, d'un point de vue somme et aussi d'un point de vue territoire, puisqu'on va le voir aussi, le réseau dépasse très largement le pays Turdolaire. Donc aujourd'hui, le poste, jusqu'en septembre au moins, est financé uniquement par le pays Turdolaire et sans subvention aucune. Donc d'un point de vue économie, j'ai simplement rajouté une petite chose. Là, j'ai fait le bilan récemment. Juin 2025, j'avais déjà 28 tonnes de valorisé et j'avais déjà l'équivalent à peu près de 150 K euros. Ça veut dire que le chiffre de 2004 sera largement atteint aussi cette année. Donc, ce n'était pas un coût exceptionnel de 2024. Ça, c'est sur la partie économique. On peut peut-être voir sur l'impact social. Donc, j'ai pris comme exemple, pour simplifier, de l'ordre de 100 K euros, ça sera plus simple, et de matière. Et quand on les répartit, on en voit la suite, on s'aperçoit que l'on a à peu près de l'ordre de 3% qui sont aussi repris par les collectivités. Les collectivités sont friandes aussi de ces matières-là. Quand elles ont un événementiel, je sais pas, une école par exemple qui va faire une fresque, une manifestation où il faut cacher un podium, ou pour faire des décorations de Noël ou de Pâques, des matériaux qui coûtent moins cher que quand on va dans un magasin de bricolage, c'est intéressant. Donc, beaucoup de collectivités s'intéressent maintenant à ces matières premières secondaires pour elles-mêmes. Donc, de l'ordre de 3% l'année dernière. Ensuite, on a 10% aussi qui sont reprises par des entreprises. Parce que, à force de donner, au bout d'un moment, elle dit, mais on ne peut pas bénéficier du système. Et là, en fait, on ouvre un circuit très intéressant qui est vraiment de l'économie circulaire, où la formule un déchet des entreprises devient une matière première d'une autre. C'est un petit peu exagéré parce qu'on rentre très, très rarement dans le process de l'industrie. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai des centaines de kilogrammes de carton qui sont mis de côté par une entreprise et réutilisés par une autre. Et donc, on est simplement sur de l'emballage, parfois du calage aussi. Dernière chose importante, on a plus de 87% qui va donc vers le monde de l'ESS, qu'on peut encore diviser en 3 catégories, avec de l'ordre de 13% de ces 87 qui vont vers des structures médico-éducatives et artistiques. Donc là, on pense par exemple aux ESAT. Ensuite, on a les ressourceries qui prennent à peu près une quinzaine de pourcents. C'est un peu plus maintenant encore parce qu'on a développé le réseau des matériaux tech. Donc en 2025, ce sera un peu plus. Et on a de l'ordre de 59 à 60% qui vont vers les structures d'insertion. Ça intéresse évidemment l'industrie puisque le but quand même des structures d'insertion, c'est d'arriver à ce que des gens reprennent le cours normal de la vie du travail. Et donc, au total,
ce qu'on peut dire aussi, c'est que le poste de sourceur, en fait, vient consolider économiquement les structures de l'économie sociale et solidaire en leur apportant des matières de bonne qualité, souvent dans des quantités au-delà de ce qu'ils sont individuellement capables de consommer, et soit gratuitement, soit quand ils passent par des ressourceries ou des matériothèques à des prix très bas. Donc l'ensemble du poste de sourceur a des impacts sociaux, économiques et environnementaux importants. Je te remercie, Frédéric, pour tous ces apports. Du coup, tu nous as bien donné ton point de vue de la pertinence de ce métier de sourceur et des différents impacts positifs, qu'ils soient sociaux, environnementaux et économiques, pour le territoire. Alain Borère, qui est juste à côté de toi, et, qui est le vice-président, alors qui a de nombreuses casquettes, mais qui est notamment le vice-président du Pays Tour de l'Air. Qu'en pense-t-il du coup? Bonjour, monsieur Borère. Et est-ce que vous avez du coup la même vision de ces impacts que nous a présenté Frédéric pour votre territoire? Comment vous évaluez cet impact de ce nouveau métier de sourceur qui a transformé Frédéric finalement sur la base de son métier d'animateur de votre démarche d'écologie industrielle et territoriale que vous portez depuis plus de 9 ans sur votre territoire? Quels impacts positifs ou négatifs? Enfin, quel est votre point de vue? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, alors, peut-être juste un petit retour en arrière, bref, sur l'historique de l'EIT sur le territoire turdolaire. Donc, l'EIT a été introduite en 2016 au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Turdolaire, dont j'étais à l'époque président. Et l'objectif à l'époque, c'était déjà de se dire comment faire. Alors, l'environnement, évidemment, l'écologie industrielle, c'est un terme un peu vague. Ça peut comprendre beaucoup de. On peut le régler de façon très différente. Mais l'objectif, c'était quand même de se dire il existe un flux de matière d'un côté. D'un autre côté, ce flux de matière, en grande partie, termine en incinération, termine sous forme de déchets. Donc, c'est un coût pour la société, c'est un coût économique, c'est un coût environnemental. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec tous ces produits, avec tous ces résidus de production, etc. C'était à l'époque, on avait répondu à un appel à projet lancé par Climaction. Donc, Climaction, c'est à la fois l'ADEME et puis la région. Et donc, la Maison de l'Emploi et de la Formation avait repris cette action à son compte. Bon, alors, je dirais qu'au début, l'action était, on l'a gérée de façon, comme l'a dit un petit peu aussi Frédéric, c'était essentiellement orienté vers des achats mutualisés, vers du recyclage de matériaux ou de matériel. On pense tous à c'était ce qui était utilisé, ce qui était fait assez fréquemment, le recyclage de palettes. Toutes les entreprises transportent une partie de leur matière sur des palettes, et ces palettes, bon, elles finissaient souvent à l'incinération ou simplement quelque part dans une déchetterie où elles étaient mises en terre. Donc on s'est dit, bon voilà, on pourrait les utiliser. Après, on s'est rendu compte assez rapidement, et je pense que là, Frédéric a fait un excellent travail, que ces matières qu'on récupérait peuvent servir à, d'une part, bon, évidemment, on peut les recycler, mais finalement, le recyclage, c'est pas l'option la plus intéressante. La plus intéressante, c'est la réutilisation ou le réemploi. Et c'est à ce titre, je pense, que le travail de sourceur a été très important, puisqu'il a permis de mettre en relation, d'une part, le monde économique, les entreprises, les collectivités aussi, parce que les collectivités également, à travers les travaux qu'elles font, à travers leur propre organisation, ont souvent des résidus, des déchets et autres, sont à la fois demandeuses de matériel, mais également produisent des déchets. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut, et par quel biais est-ce qu'on peut créer un réseau. Et c'est là la notion de réseau qui me semble essentiellement excessivement importante, de sortir un petit peu des actions ponctuelles que l'on faisait pour l'une ou l'autre structure, et se dire, voilà, on va créer un réseau amont, un réseau aval. Je pense que les slides qu'a présenté Frédéric étaient parlants, où d'un côté, ceux qui ont de la matière et ne savent pas toujours très bien
quoi en faire, et sont aussi à la recherche d'ailleurs d'économies, hein, parce que les déchets, ça a un coût, hein. Et d'un autre côté, des réseaux qui sont essentiellement l'économie sociale et solidaire, mais pas que, hein, il y a les collectivités et les entreprises elles-mêmes, et d'essayer de mettre tout ce monde en symbiose de manière à ce qu'ils puissent les uns et les autres profiter mutuellement de ces matières, soit parce que pour les entreprises, ben, on leur enlève un poids qui est le poids du coût et puis du traitement du déchet, et puis l'économie sociale solidaire, les collectivités et autres, on leur apporte des matières à coût très maîtrisé et souvent à coût très 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 faible par rapport au prix normal. Merci, Monsieur Borer. Et peut-être, du coup, je vous parlais du coup des avantages pour les entreprises. Vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais il y a une question quand même qui est apparue dans le chat. Je vois les entreprises donneuses ne préféraient-elles pas valoriser ce stock en vendant les matières plutôt que de les donner? Pourquoi elles passent par vous, du coup, aujourd'hui? Bah, c'est toujours la même chose. Il y a certainement des entreprises qui le font, hein, on le sait, il y a des entreprises qui le font, mais le gros intérêt d'avoir du sourceur, c'est d'être la pierre angulaire, si vous voulez, c'est l'élément de liaison, hein. Les entreprises une entreprise epsilon pour se mettre en relation avec des collectivités d'un côté, l'économie sociale et solidaire de l'autre côté, c'est quand même très lourd. Ça nécessiterait pratiquement, parce que c'est un poste à temps plein pratiquement, hein. Donc là, on offre aux entreprises la possibilité, à travers le sourceur, d'avoir accès à un réseau global dans lequel il y a différents acteurs, hein, qui sont intéressés. Les uns sont plus intéressés par du tissu, par du carton, par du bois, par du cuir, par des matières. Ça peut être aussi des matières, des éléments mécaniques, hein, quelquefois, même si c'est pas la majorité. Donc c'est cette mutualisation, si vous voulez, le sourceur. Le gros intérêt du sourceur, c'est que c'est un animateur qui mutualise beaucoup de fonctions et qui est vraiment le lien entre, en amont, les donneurs et en aval, les receveurs, si on peut parler comme ça. Donc, c'est pour les entreprises. L'intérêt des entreprises, d'ailleurs, elles le reconnaissent, c'est justement le fait de dire, bah, tiens, j'ai de la matière, grâce au sourceur, qui peut me mettre en relation avec des gens qui peuvent l'utiliser. Et le sourceur, ben lui, le sourceur, son rôle, voilà, ça vous l'avez bien compris, c'est un fouineur, quoi, hein, j'appelle ça le rôle du fouineur. Lui, dans un territoire, ben, il va faire le tour de toutes les entreprises, il va regarder quels sont les résidus de production, les chutes, les produits non conformes qu'on peut récupérer, et à qui je peux qui dans le réseau peut être intéressé par l'utilisation de ces matières ou de ces matériaux. Si je peux compléter, à mon avis, on peut aussi définir le sourceur comme une interface entre deux mondes économiques, celui de l'entreprise et celui de l'ESS. Et le sourceur est vraiment l'interface entre ces deux mondes économiques qui n'ont pas les mêmes systèmes de fonctionnement. Effectivement, je pense, du coup, grâce à vos deux interventions, on a bien compris le rôle du sourceur, comment il fonctionnait, ce rôle de fouineur, finalement, comme l'a dit M. Borer. On a compris la pertinence pour les entreprises et pour le territoire d'avoir, du coup, déplacé un petit peu, faire évoluer ce rôle d'animateur de IT qui était très, on va dire, classique, avec ses synergies de palette et autres, vers quelque chose de plus structurant, de maillage, de réseau. Mais effectivement, pour que le sourceur soit pertinent pour ces entreprises du territoire et pour trouver finalement des débouchés à toutes ces matières qui n'en avaient pas forcément, elle a besoin de s'appuyer sur les acteurs de l'ESS, ça a été beaucoup dit, et notamment les matériotech. Donc je propose de passer à la suite finalement de ce webinaire et de se renseigner un peu comment fonctionnent ces matériotech, comment elles ont réussi à être un vrai rôle clé dans justement tout cet écosystème qui s'est mis en place. Pour ce faire, on accueille du coup Arnaud Brandon et J.N. Alice, tous les deux respectivement responsables du coup opérationnels de l'art et la matière et fondatrices de Autour du tissu, deux matériotech du territoire Sud-Alsace. Bonjour à tous les deux. Peut-être dans un premier temps, Arnaud, puis après J.N. Alice, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos matériotech, quand elles ont été créées, quels sont leurs objectifs? Alors, bonjour tout le monde.
Du coup, l'art et la matière, c'est une matériothèque qui est située à Mulhouse, qui a commencé en 2016, donc ça commence à faire quelques années. Au niveau du fonctionnement, ben, c'est sous forme associative. On a actuellement entre 60 et 70 bénévoles, ce qui est quand même une bonne réussite. Et on fonctionne aussi maintenant à 2 salariés. Voilà. Je sais pas Merci si Arnaud. ouais. Bon, écoute, on peut partir là-dessus. Je vais laisser peut-être la parole à Gianalis, peut-être aussi nous présenter autour du tissu. Oui, bonjour, donc j'ai Annalise Mbarki. Donc moi j'ai créé Autour du tissu, qui est une entreprise de l'ESS dans le Nord Alsace, du côté de Strasbourg. Désolé. Et donc l'objectif, donc c'est également de pouvoir rendre accessibles des matières qui sont invisibles aux yeux du grand public. Et aujourd'hui, je suis seule dans la société. Voilà, je laisse la parole à Arnaud et puis je vous expliquerai après. Du coup, oui, effectivement, merci Gianalis. Arnaud, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais dans ta matériothèque et comment Frédéric finalement est venu vers toi et comment tout ça s'est mis en place? Voilà, comment Frédéric est venu vers moi, c'est une bonne question. Ça s'est un peu fait par hasard, je suis même pas sûr qu'il puisse y répondre non plus. Euh, en fait, on s'est retrouvés à travailler ensemble de fait, où je pense qu'il avait dû me proposer de venir voir tel gisement dans telle entreprise. Et à partir de là, ça a commencé, on se retrouve à travailler très régulièrement ensemble. Au niveau du réseau, donc en tant que matériothèque, on capte une bonne partie de la matière proposée par Frédéric et les entreprises du réseau. L'idée étant de remettre cette matière en circulation. Donc effectivement, on fait de la revente de matière en direct, mais on reste une structure à but non lucratif. C'est-à-dire Est-ce que tu peux que nous donner des exemples de matières que tu récupères du coup de Frédéric et comment tu arrives à les revaloriser? Je sais notamment qu'il y a une question dans le chat qui nous demandait si c'était juste un principe de don de matière qui est revalorisé tel quel ou si justement une plus-value qui est apportée sur la matière reçue pour la transformer et lui donner une nouvelle vie dans une alors, nouvelle fonction. donc, nous, on se limite, on ne valorise pas la matière, on se limite à du nettoyage succinct avant une mise en vente. Voilà. La mise en vente, enfin, les recettes, ça va uniquement couvrir nos frais de fonctionnement. Donc là, voilà. Mais non, on ne fait pas de valorisation à proprement parler. On Et laisse ce rôle à nos adhérents. d'accord. Et juste les typologies de matière, du coup, que toi, tu récupères aujourd'hui et qui a pu t'apporter Frédéric, que tu n'arrivais peut-être pas à trouver avant. Excuse-moi, j'ai pas bien compris le début Les de la question. typologies de matière, les Typologie de typologies de matière, matière, ouais, du coup, ouais, que ben, tu. donc il y a énormément de textiles parce que la vallée, enfin les vallées de la Thur et de la Dolère sont des bassins textiles. On va retrouver du bois, du carton, des métaux, euh, des plastiques aussi. Bon, des mousses, du fil, enfin c'est très très varié. C'est l'objectif de notre structure, c'est de pouvoir présenter un maximum de matières différentes. Donc on parle vraiment de matières premières. Et vers Euh, quel. quel type de public? Tout public du coup. Ouais, On vers est, qui? donc Ok. énormément de particuliers, donc on parle généralement de créatifs. En dehors des particuliers, on va aussi avoir des associations, des collectivités, très peu d'entreprises qui viennent chez nous pour se sourcer par contre, ce qui est, ce qui est normal. Euh, à partir du moment où on parle de réemploi, pour les entreprises, c'est plus compliqué de réintégrer ça dans un process. Voilà. Et ouais, niveau des publics, voilà. Ah, merci Arnaud. Moi, je t'en prie. Bon, ça dépend déjà bien ce qui se passe chez vous et de ton côté, Gianalis, comment ça fonctionne autour du tissu? Alors, du coup, moi, Autour du tissu, donc ça fait 1 an que j'ai créé. Je me suis rapprochée, donc je suis membre du Pôle Textile Alsace pour être au plus près des fabricants. Et du coup, je récupère principalement du tissu et de la mercerie. Voilà, du tissu et de la mercerie. En termes de valorisation, donc l'année dernière, j'ai créé des kits couture zéro déchet, donc au départ de matières récupérées, pour pouvoir les reproposer sous diverses formes, puisque principalement, j'ai aussi du grand public, mais pas que. Et je réalise également des ateliers de sensibilisation, notamment par exemple à Strasbourg avec la conciergerie solidaire auprès des collectivités. Donc ça peut être des ateliers qui vont revaloriser de la matière
à petite ou à grande échelle selon les besoins. On peut peut-être passer la slide parce que Dis-moi, en fait, moi, j'interviens différemment des matériothèques comme l'Art et la Matière ou la Renouvelle à Strasbourg. C'est-à-dire qu'on a tous besoin en fait de ce sourceur qui est aujourd'hui représenté par Frédéric, puisque il permet vraiment d'avoir cette interface et de nous faire gagner beaucoup de temps sur le fait de mutualiser les flux auprès des entreprises, ce qui permet aussi aux entreprises d'avoir un seul interlocuteur. Tout à l'heure, vous aviez posé la question de savoir comment dire, pourquoi les entreprises ne le font pas elles-mêmes. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne savent pas forcément quoi faire de leur matière et vers où les rediriger. Je vais vous prendre un exemple qu'on a eu au mois de février. C'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés avec Frédéric et Arnaud. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être l'atelier de la maroquinerie Jump à Molsheim. Donc, en fait, ils font de la bagagerie de luxe. Donc, c'est juste à côté. Hein. L'objectif, c'est vraiment de faire du circuit court et du local. Et ils avaient un garage plein de sangles. Donc, des sangles qui datent d'il y a 10 ans, des sangles qui datent des anciennes collections, qui sont pour la plupart tout à fait utilisables et quasiment neuves pour une grande majorité. Et du coup, c'est là que le rôle du sourceur, justement, avec l'identification de la typologie de matière et du volume, est importante. Et après, l'objectif, c'était de trouver des circuits d'absorption. Et en fait, là-dessus, on s'est mis en relation avec Frédéric pour pouvoir définir, OK, le volume, ça représente tant, combien de structures on va proposer, du coup, ce gisement à des structures de l'ESS, qui est intéressé. Et pour l'entreprise, l'entreprise, elle ne va pas vouloir, et ce qui est normal, hein, elle n'a pas de temps à perdre avec sa gestion des déchets, même si aujourd'hui, elle les paye avec la loi AGEC. Mais son intérêt, c'est de gagner du temps. Donc, le sourceur, il va aussi gérer la logistique avec les matériothèques pour que, là, par exemple, on s'est mis en marche pour avoir une seule date. Et pendant 2 heures, on a été à une quinzaine à peu près, si je me rappelle bien, à trier des sangles, à les sortir du garage, à les ramener, à les dispatcher pour toutes les structures de l'ESS pour que l'entreprise qui donne ces matières, en 2 heures, c'est réglé en fait. Et du coup, après, elle est libérée de ce stock. Pour toutes les structures, c'est un stock qui est quand même très intéressant puisque aujourd'hui, on a plusieurs circuits justement de valorisation, comme par exemple donc, les matériothèques qui vont les reproposer au grand public, hein, et également, par exemple, moi, je fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise de l'ESS, je fais des déstockages des événements, donc des déstockages tissus et mercerie. Donc là, je vais avoir des couturières qui vont les utiliser pour faire du sac. Je vais avoir aussi des marketing qui vont en avoir besoin pour pouvoir lancer une collection capsule avec du pouf, avec par exemple des cloisons. J'ai aussi des gens qui font du cirque qui sont venus me voir, qui ont des besoins là-dessus. Et du coup, j'ai aussi développé une plateforme en ligne qui s'appelle autourdutissu.com. Et donc, c'est accessible pour toute la France. Donc, ça réinjecte des matières et dans l'économie locale, mais ça ouvre aussi les portes sur une économie un petit peu plus large. Et donc, l'avantage, c'est que c'est complémentaire, en fait, avec cette activité de matériothèque et de sourceur. Et pour moi, le fait de travailler en collaboration, il est indissociable parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de sourceur, on perdrait énormément de temps et énormément d'argent parce qu'en termes de rentabilité aussi, c'est des frais, la logistique à chaque fois. S'il n'y avait pas les matériothèques, il y a des matières que, par exemple, moi, en plus, toute seule, je n'ai pas la capacité d'absorber. Et puis, il y a des vrais besoins sur tout le territoire. Donc, par exemple, l'art et la matière, ils sont à Mulhouse. Moi, je suis à Strasbourg. On a aussi des besoins territoriaux qui ne sont pas les mêmes. Et donc, souvent, on arrive à échanger sur ça, par exemple, ça marche dans la matériothèque, ça marche plus sur une boutique en ligne ou sur un événement. Donc, on va essayer de revoir aussi les typologies de produits en fonction pour avoir vraiment cette activité qui est complémentaire. Voilà. Merci, Giannalis. Peut-être une question pour tous les deux. Du coup, aujourd'hui, le sourcing de Frédéric représente à peu près quelle part de volume dans vos deux structures? Je laisse commencer, Jeanne? Ok, alors pour moi, ça représente aujourd'hui à peu près, je pense, 60%, parce que la différence avec les matériothèques et les ressourceries, c'est que moi, je ne suis pas une association et donc j'achète aussi des matières qui sont destinées à être jetées.
soit je les achète, soit je les récupère par d'autres biais, mais j'ai la capacité de racheter des stocks, ce que ne font pas les matériauthèques aujourd'hui. Et de notre côté, donc l'art et la matière, on travaille aussi avec des entreprises qui ne font pas partie du réseau. Donc ce réseau, l'année dernière, c'était entre 30 et 35% du tonnage rentré en matière, mais entre 40 et 45% des recettes, ce qui est aussi un bon indicateur de la qualité de la matière qu'on récupère dans ce réseau. Effectivement, c'est quand même assez conséquent pour vos deux structures. Complètement. Eh ben, merci à tous les deux. Je propose de poursuivre, parce que du coup, il y a les matériauthèques qui ont un rôle important dans la mise en place de tout ce projet, mais aussi un acteur très important et qui aide aussi à identifier à la fois les gisements, mais à la fois les futurs preneurs. Ce sont aussi des filières. Et on a parlé beaucoup de tissus et on a un beau pôle textile en Alsace, ça s'appelle le pôle textile Alsace tout simplement. Catherine Aubertin, vous êtes avec nous du coup aussi pour témoigner dans le cadre de ce webinaire. Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous présenter quel est le pôle textile Alsace, puis dans un second temps, on abordera votre rôle dans le cadre de ce projet? Oui, merci beaucoup Simon. On a effectivement, vous avez tous les intervenants parler de textile et je vais vous parler effectivement de ce réseau très brièvement pour vous partager qui nous sommes, comment est organisée cette filière textile dans le Grand Est et plus particulièrement les actions du pôle textile pour bien entendu revenir au cœur du sujet, le rôle du sourceur et effectivement l'approvisionnement en amont que représente cette filière. Donc effectivement, une association créée en 1947 et qui a été labellisée grappe d'entreprise par le gouvernement français en 2009, donc reconnue comme un acteur clé également sur le développement économique du territoire, avec effectivement un impact économique et social très fort. Simon, vous pouvez passer les diapos. Donc nous sommes intégrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la filière textile Grand Est. Vous voyez le logo à gauche, Textile Grand Est, qui est aujourd'hui en poids socio-économique la deuxième région textile de France. Je ne vais pas lire les chiffres, vous les avez sous les yeux, mais c'est effectivement une filière encore très importante et je vous présenterai après complète de l'amont jusqu'à l'aval avec toutes les étapes de transformation sur cette chaîne de valeur matériaux souples textiles. Avec 3 cellules d'animation, le pôle textile Alsace basé domicilié à Mulhouse, le syndicat textile de l'Est à Épinal et l'Union des industries textiles de Champagne-Ardenne. Donc, comme vous, le collectif Grand Est, nous avons aussi, au plus proche du territoire du Grand Est, des structures d'animation à proximité des entreprises présentes. Voilà les structures, donc ça a un poids, là ce sont nos adhérents, donc une centaine d'adhérents qui représentent 10 000 salariés. Bien entendu, toutes les entreprises ne sont pas encore adhérentes de nos réseaux, mais ça montre quand même le poids économique et aussi la répartition de nos 3 structures d'animation à l'échelle du territoire. Voilà la carte de la région Grand Est. Alors, les points représentent essentiellement nos adhérents, pas la globalité des entreprises domiciliées sur le territoire Grand Est, mais avec les couleurs que vous avez sur la droite, avec les principales opérations de transformation de l'amont à l'aval, vous montre qu'on a une filière très complète sur l'ensemble de chaînes de valeur que je vais vous développer plus précisément tout à l'heure. Bien entendu, il a été question des vallées. Vous voyez qu'il y a quand même des points importants à la fois sur l'ouest, autour de l'Aube et de Troyes, sur l'Alsace, mais également sur les Vosges, mais il y a une répartition également dans les départements qui, on va dire, s'appelaient l'ancienne région Lorraine. La filière textile Grand Est, donc comme je l'ai dit, animée par 3 structures locales, a pour cœur, donc on a une stratégie commune, un plan d'action stratégique sur 3 ans et qui aujourd'hui a pour objectif d'accompagner les mutations industrielles en transition écologique, en transition numérique, en mutation des compétences également de nos entreprises sur ce territoire. Notre mission, c'est avant tout, moi j'aime à dire, un réseau. Enfin, vous avez entendu l'objectif du collectif Grand Est, vous avez entendu également Frédéric qui est un animateur de réseau. Nous, effectivement, nous sommes un réseau et notre rôle, c'est également de se connaître les uns les autres au sein de ce réseau, de le faire connaître également auprès des donneurs d'ordre publics et privés, parce que la clé, c'est quand même le développement économique du territoire.
Nous sommes basés donc à Mulhouse, là au niveau de la domiciliation de l'association, au cœur effectivement d'un campus, celui de Lilleberg, où nous avons, nous, ces 3 bâtiments et qui permet de regrouper avec des projets en cours, avec de l'enseignement supérieur, avec des laboratoires de recherche que nous accueillons également dans nos bâtiments et des entreprises. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que ce réseau, alors là je zoome particulièrement sur les adhérents du pôle textile Alsace, mais c'est valable à l'échelle de la France, y compris de mes collègues du Grand Est au niveau textile, majorité de PME. Aujourd'hui on est à quasiment 90% d'adhérents de notre réseau qui sont des PME au sens européen du terme, à savoir moins de 250 salariés, effectifs groupe consolidés. Et effectivement une large part également, plus de 60% de plus petites sociétés de moins de 50 salariés. Donc une filière très diversifiée, mais très atomisée également. Sur la répartition géographique, là, les points orange, ce sont les adhérents du pôle textile Alsace. Certes, nous appelons textile Alsace, mais nous avons, comme vous l'avez compris, des adhérents sur l'ensemble des départements limitrophes, y compris Franche-Comté, y compris Outre-Rhin, y compris Suisse. Donc, j'aime à dire à l'est du Grand Est, puisque j'ai mes collègues également de l'ouest qui animent le territoire. Alors, justement, un point important, c'est que cette filière textile Grand Est, il y a une chaîne de valeur, et on l'oublie très, très souvent, extrêmement longue et extrêmement complexe. Alors, ce schéma, il est peut-être un peu petit sur votre écran. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet textilealsace.com, mais il montre en fait que la filière textile, c'est quoi? Moi, j'aime à dire des matériaux souples. On a parlé de gisements, et justement, ces gisements peuvent prendre plusieurs natures. Peuvent être des fibres de différentes compositions, qu'elles soient naturelles comme le coton, qu'elles soient synthétiques, qu'elles soient chimiques. Et derrière, elles sont transformées, c'est la première flèche que vous avez en haut à gauche du tableau, soit en voie fil, soit on voit matériaux fibreux, où on va en faire des nappes avec différentes technologies de non-tissé que vous allez retrouver dans de multiples applications, que ce soit dans des applications médicales, dans des isolations phoniques ou thermiques, on a parlé tout à l'heure de calage pour le transport, les non-tissés peuvent y contribuer également, ou dans des produits d'hygiène. Si je reprends la voie fil, là c'est tout à fait particulier, ça nécessite une transformation en filature, ça nécessite derrière que ce fil soit retordu, rassemblé peut-être en multifil, pour en faire ensuite une étoffe qui peut être elle-même tricotée. Tout à l'heure, Frédéric, tu as parlé de molleton. Traditionnellement, le molleton, c'est une maille, donc tricotée. On va faire une boucle avec un fil qu'on va ensuite traiter, ennoblir. Donc que ce soit une maille ou que ce soit un tissage où on croise un fil de chaîne et de trame, dans tous les cas, l'étape ennoblissement, dans le jargon textile, c'est de rajouter des fonctions à cette étoffe, quelle que soit sa nature, qu'elle soit non tissée, tricotée ou tissée, et avec de la couleur, avec des fonctions anti-taches, avec, que sais-je, tout dépend du cahier des charges et dans quel environnement va vivre ce matériau souple textile. Derrière, bien entendu, il faut le découper par différentes techniques, l'assembler également par différentes techniques. Il n'y a pas que la confection manuelle, il y a beaucoup aussi d'autres possibilités. Et derrière, là, vous obtenez un matériau fonctionnel, qualifié, calibré, normé pour la plupart du temps selon les marchés qu'on adresse, qui va répondre tout un tas de marchés, parfois des produits cachés comme ça a été évoqué, mais effectivement le textile ce sont des matériaux souples qui servent tout un tas de marchés, qui contribuent fortement, ça sera mon point suivant, à la décarbonation également quand vous utilisez ces matériaux souples qui ont la particularité d'être plus légers que d'autres si on le compare à d'autres. Donc voilà, quelques exemples, ce sont nos segments de marché principaux, les 4 grands piliers, mais derrière vous avez tout un tas de sous-produits, c'est pas forcément le vêtement du médecin par exemple ou du chirurgien que vous voyez qui va être issu de nos usines, mais peut-être un semi-produit qui va être retransformé par un autre acteur derrière. Donc il y a toute cette chaîne et vous voyez effectivement la diversité des applications marché. Et justement, pour revenir au sujet de tout à l'heure, pourquoi nos entreprises productrices ont peut-être du mal à trouver des débouchés pour ces matières premières secondaires? C'est parce qu'elles sont leaders et le spécialiste de leur domaine dans leur marché. Et quand il s'agit de diversifier, de trouver d'autres pistes, elles n'ont pas le réseau de distribution. Comme ça a été dit, elles ne le connaissent pas forcément. Chacun son métier. Et on en viendra après au rôle important, effectivement, de ce sourceur. Vous pouvez continuer, Simon.
Donc voilà, je ne veux pas développer là, ce n'est pas l'objet, mais nous avons un plan d'action pour accompagner nos entreprises dans ces différentes mutations, un rôle très important également dans l'animation, la promotion de cette filière, avec des rencontres au quotidien de nos adhérents, mais avec également différents donneurs d'ordre dont vous êtes certainement, dont vous faites partie autour de la table aujourd'hui. Pour la suite, voilà. Donc effectivement, l'axe innovation, l'internationalisation, ce sont deux piliers forts auxquels on contribue avec des actions collectives pour nos entreprises, mais en même temps, l'axe transition écologique est extrêmement important et le maître mot pour nous, c'est l'intelligence collective. Et c'est pour la raison aussi pour laquelle nous sommes autour de la table avec vous aujourd'hui. On ne peut pas travailler seul et encore moins sur les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure. Du coup, notre ambition, c'est effectivement en permanence, via ces matériaux souples textiles qui sont issus de notre industrie, de faire comprendre qu'on peut mieux faire, ou en tous les cas faire mieux avec moins. Et ça, c'est effectivement les démarches de frugalité. Alors, bien entendu, on peut partir des matériaux biosourcés, mais également des matériaux recyclés, j'en dirai un mot tout à l'heure, et bien entendu, le sujet du jour, de valoriser les gisements textiles post-production, via effectivement l'accélération de ces synergies, faire connaître ces gisements, mais trouver aussi des nouveaux modèles, inventer des nouveaux modèles de distribution. Je pense ce qui a été expliqué tout à l'heure par les différents témoignages. Il faut aller encore au-delà. Juste quelques chiffres pour peut-être vous faire réagir. C'est que produire localement, n'oubliez pas que quel que soit le type de production, du fait notamment du mix énergétique de la France actuellement, c'est diviser potentiellement son impact carbone par 10. Donc effectivement, mon leitmotiv, c'est donner, interroger la filière textile, on a des solutions, et quand elles sont produites localement, vous avez un impact carbone qui est extrêmement réduit, sachant qu'on sait qu'il y a quand même énormément de produits qui sont importés, notamment aujourd'hui avec l'ultra fast fashion, et qui, bien entendu, font du gros dommage à nos entreprises locales qui ne peuvent pas se battre à armes égales puisque les règles ne sont pas respectées de la même manière. Les règles du jeu sont un peu pipées, ou voire beaucoup. Sachez quand même que si seulement 1% des 8 kilos produits en France, donc c'est peanuts 1%, c'est 4000 emplois qui sont créés. Donc si, vous voyez les chiffres, il y a 8 kilos qu'un Français moyen consomme de textiles par an. Si on estime que 1% donc, de ces 8 kilos étaient produits en France, 1% c'est rien, derrière c'est 4000 emplois qui sont générés. Donc c'est énorme. Donc raisonnons aussi peut-être autrement, réfléchissons peut-être autrement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et alors quelques points peut-être pour vous dire que tout n'est pas simple. Il y a effectivement des très belles opportunités parce que nous avons des gisements récurrents dans nos entreprises, même si elles ont limité le taux de deuxième choix, tout a été mis en œuvre pour être excellent en matière de taux ou de rebut ou de deuxième choix. Malgré tout, il reste toujours des restes de prototypes tout à fait qualitatifs, un grammage à peut-être X% qui n'est pas accepté par le client traditionnel, qui est tout à fait pertinent à être réutilisé par d'autres. Et toute la difficulté, c'est effectivement de trouver les marchés, les domaines d'application qui a besoin de ces gisements que j'ai produits et dont je ne peux pas le mettre dans le circuit de mon circuit de vente traditionnel. En même temps, il faut savoir que si on parle notamment de recyclage, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. Toutes les entreprises de recyclage textile, de retransformation et des opérations de retransformation sont en train et sont là actuellement fermées parce que le coût de la matière première neuve est aujourd'hui beaucoup moins cher que le coût de retransformation de cette matière pour en faire un fil, une étoffe issue du recyclage, donc recyclée. Et en plus, là c'est une hérésie totale, l'Asie a ouvert des usines de fabrication, notamment c'est pour le polyester, de bouteilles plastiques neuves, pour pouvoir dire, vous voulez dans les cahiers des charges du polyester recyclé, pas de problème, je vais vous vendre du fil recyclé, sauf qu'il est issu de bouteilles plastiques neuves. Donc on produit des usines où on génère de la fabrication neuve de bouteilles plastiques, je ne parle pas de la collecte des bouteilles plastiques usagées pour lesquelles on peut faire des polymères pour le polyester,
Aujourd'hui, la concurrence asiatique crée ses propres usines et vend du polyester recyclé. Donc attention aussi dans les cahiers des charges, quand vous voyez la notion « je voudrais acheter une part importante de polyester recyclé », par exemple, ou de matière recyclée, attention à la manière dont ça a été fait. Est-ce que c'est du vrai recyclé tel qu'on l'entend et tel qu'on peut l'imaginer? Pas toujours. Les débouchés pour ces gisements aussi, c'est ça peut-être le point clé. Quand on parle d'industrie textile, même si je vous l'ai dit, ils ont réduit quand même les taux de deuxième choix ou de produits qui ne seraient pas remis sur le marché, leur marché principal, restent des gisements très importants. Et c'est toute la difficulté, c'est comment ce nouveau modèle de redistribution peut répondre, à la fois satisfaire la demande, mais en tenant compte des gisements très importants. Frédéric l'a dit lui-même, on avait le cas il y a un mois, d'une entreprise qui avait des fils assez courts ou des bobines de fils, 7 palettes. 7 palettes, c'est énorme. Pour JN ou pour Brandon, c'est énorme. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut plein de JN et de Brandon pour pouvoir absorber les quantités amont qui, même si elles sont limitées, sont très importantes en gisement matière. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté et c'est effectivement le rôle du sourceur ou des sourceurs demain de constituer ce nouveau modèle économique également. Donc il y a la question de la pérennité, je pense que dans les questions dans le chat, ça a été posé. Et mon point, ce sera aussi de dire, vous êtes tous acteurs de cette démarche, vous pouvez contribuer via les marchés publics, via les marchés privés, à impulser cette demande et à faire en sorte que de nouvelles matières ne seraient pas reproduites. Il y a des gisements existants et on peut les retransformer en l'état sans gros impact, coût technologique avec des nouvelles machines, etc. Bien entendu, il y a toujours des gens à payer pour faire ce travail, mais on peut revaloriser en l'état, à condition, c'est mon dernier point et c'est le plus important, qui est vraiment un business derrière, parce que ce que nos entreprises, y compris les entreprises de l'ESS, et il y en a un certain nombre qui font partie de notre réseau, est du business. C'est-à-dire récupérer la matière, la retransformer, mais pour qui, pour quoi faire, s'il n'y a pas l'aval, les donneurs d'ordre derrière, tout ça ne sert à rien, donc il y a besoin aussi que les marchés s'engagent. Merci beaucoup Catherine. Et Arnaud, du coup, tu étais américanisé, tu t'es appelé Brandon le temps d'un instant. Pardon, Catherine, Arnaud, excuse-moi Arnaud. Il n'y a pas de souci. J'avais noté Arnaud, Brandon, je n'ai pas oublié. Excuse-moi Arnaud. Aucun souci. Peut-être juste Catherine, juste pour bien s'assurer que tout le monde a bien compris le rôle toi du pôle textile Alsace, du coup, dans cette démarche de sourcing. À quel moment tu es intervenu, soit auprès de Arnaud, Gianalis ou de Frédéric, dans la mise en place de cette démarche? Alors, du moins avec Frédéric, on se connaît depuis la première initiative du Pays Tour de l'air qui s'appelait EIT à l'époque et pas forcément de ce rôle de sourceur qui a évolué dernièrement, comme Frédéric l'a très bien expliqué, où effectivement, on m'a très vite contacté en disant gisement textile, ou même à l'époque, c'était, il y a des palettes, voilà, comment les entreprises peuvent s'inscrire, donc les entreprises du réseau du pôle textile, dans cette démarche. Et ensuite, quand ça a évolué effectivement sur ce métier de sourceur, on se parle très régulièrement avec Frédéric. Si moi-même, je suis au courant et je suis régulièrement de gisements disponibles, j'appelle, je mets un message à Frédéric en disant, écoute, il y a tel gisement disponible, est-ce que ça t'intéresse ? Quels sont les acteurs en aval de ton réseau qui peuvent être intéressés pour faire effectivement ce lien. Et comme je l'ai expliqué, il y a un nouveau réseau de distribution qui doit se mettre en place. Les producteurs industriels, ils n'ont pas le temps, JN l'a expliqué avec ses propres termes, JN, par exemple, ne peut pas passer son temps à toquer à la porte de tous les fabricants industriels. Eux n'auraient pas le temps de la recevoir. Non pas qu'ils ne veulent pas, ils ne sont juste pas organisés comme ça. Donc il y a un nouveau système de distribution de ces gisements matières qui doivent être inventés. C'est ce que Frédéric est en train d'inventer ou de réinventer pour permettre de faire cette connexion entre l'offre et les demandes. Mais il faut aussi être conscient que les volumes, forcément, ne sont peut-être pas les mêmes. D'un côté, un designer peut avoir besoin de 10 mètres de tissu, alors que de l'autre côté, il y en a 10 000 mètres. Donc, c'est aussi comment on fait cette redistribution, et ça a été expliqué dans le métier du logisticien. Il faut stocker, il faut reconditionner, il faut distribuer aux acteurs qui n'ont pas la possibilité peut-être d'absorber les 7 palettes dont je parlais. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement ce maillage, ce lien
où moi je suis plutôt en relation directe avec les industriels, les entreprises du pôle, mais en même temps, JN y est rentrée parce qu'elle a identifié que elle avait besoin de ces gisements et que c'était aussi en intégrant ce réseau qu'elle aurait ce travail de facilité. Et Frédéric, qui effectivement ce lien entre l'amont et l'aval, comme il l'a très bien expliqué. Donc c'est clé et j'ai à cœur dans la question qui a été posée que ce poste soit pérennisé, voire même que des Frédéric, il y en ait 10, 100 qui demain soient créés, à condition qu'il y ait un business model pérenne et qu'il y ait l'aval qui tire derrière. Effectivement, merci Yasmine, ça fera bien la transition pour le dernier point qu'on souhaitait aborder dans le cadre du webinaire. J'ai aussi pas mal de questions qui arrivent dans le chat. C'est un peu l'avenir finalement de ce nouveau métier qui émerge du coup sur le territoire de Pure-de-l'Air. Comment le faire grandir, le faire se dupliquer. Je ne sais pas si Frédéric, Arnaud souhaitait, ou J-Analyse ou encore M. Bourrère souhaitait aussi réagir justement dans cette projection de ce nouveau métier de sourceur. Je me permets juste une petite intervention. Il y avait la question quand même du financement de ce poste qui a été évoquée, avec une question notamment de est-ce que la logique de réduction des crédits d'impôt qui sont aujourd'hui possibles sur la base de dons des entreprises a déjà été questionnée dans le cadre du modèle économique, justement pour permettre cette pérennité de postes dans le temps. On sait que des grandes entreprises s'en saisissent justement aujourd'hui, parfois de manière un peu borderline pour passer et se séparer d'un surstock, d'une surproduction. Est-ce que ça a été questionné? Et puis après, on a abordé aujourd'hui la question de la filière du textile. On avait aussi posé la question dans le chat de la filière du bâtiment. Est-ce que aussi ça a été questionné, sachant qu'on sait que le bâtiment est aussi en recherche de réemploi de matériaux. C'est un vrai sujet pour cette filière-là aussi. Si l'un de vous souhaite réagir, Frédéric, tu avais la main levée. Je peux bien réagir sur l'aspect bâtiment. Moi, je me suis posé sincèrement la question sur le bâtiment. J'ai été voir des gens qui avaient des matériothèques autour du bâtiment à récupérer des fenêtres et des portes. Attention, c'est un métier, à mon avis, à part. Il ne faut pas mélanger les genres. Parce que d'abord, on se heurte à énormément de normes dans le bâtiment, thermique, électrique, accessibilité, etc. Ensuite, ça demande du professionnalisme de démontage et pas simplement prendre une palette et le mettre dans un camion. Et ça demande un stockage beaucoup plus long et beaucoup plus important parce que stocker un rouleau de tissu, ça va bien, ou une boîte métallique. Stocker des portes d'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a toute une filière intéressante à créer dans le bâtiment, c'est vrai, mais probablement pas mélanger les genres. Je rajouterais juste que, juste pour revenir sur le point du bâtiment, bon, il existe une filière de récupération à travers, enfin, il y a une filière qui a été créée, il y a un éco-organisme qui suit tout ça dans le domaine du bâtiment, où effectivement aujourd'hui on parle pas de démolition mais de déconstruction. Donc je dirais que, mais comme le dit Frédéric, je crois que c'est un domaine qui est qui concerne des industriels vers des industriels à travers des produits qui sont très diversifiés. Ça va des fenêtres, ça va à des matériaux divers. Je pense que c'est quelque chose qui sort un petit peu du cadre global du sourceur. Je voulais juste répondre également, revenir un petit peu sur deux points. D'une part, l'aspect de la défiscalisation. Alors oui, bien sûr, les entreprises peuvent donner des dons et bénéficier en contrepartie de défiscalisation. À la limite, on les encourage à le faire si elles y sont éligibles. Ceci étant, ça ne règle pas le problème parce que quand on veut donner des dons, quand on veut faire un don, on le fait à qui? Si on n'a pas quelqu'un au sein d'un réseau qui vous dit, bah voilà, ça pourrait aller ici, ça pourrait y aller là, bah vous faites un don dans le vide, hein, et celui-là, il ne sera pas défiscalisé. Donc je crois que dans ce domaine-là, le fait d'avoir quelqu'un qui maîtrise les amont, l'amont et l'aval du réseau, c'est un avantage également. Après, au niveau du devenir du poste de sourceur, bon, c'est un des points sur lequel, avec Frédéric et mes collègues du Pays Pure-de-l'Air, nous travaillons. La problématique à laquelle on est confronté également quelquefois, c'est des problèmes de gisement. Et on le voit, enfin, il n'est peut-être pas rentré trop dans le détail, mais le travail de Frédéric ne se cantonne pas au territoire Pure-de-l'Air, hein. Il va jusqu'en Ardennes, enfin, son secteur de chalandise est très très large. Et l'idée que l'on a aujourd'hui, parce que j'estime et nous estimons que
il appartient aux collectivités du fait du travail très diversifié d'un sourceur de prendre cette démarche en main. Je dirais, on pourrait très bien dire, on le confie par exemple à une filière comme celle du textile. Bon, Catherine Aubertin l'a bien expliqué, c'est vrai que c'est c'est une des principales filières concernées, mais il n'y a pas que ça. Hein. Et en plus, je ne suis pas persuadé qu'une filière textile ou une autre filière soit en mesure de financer ce genre de pause. Je pense qu'il appartient aujourd'hui, dans le cadre de leurs responsabilités environnementales et sociales, que ce soit les collectivités qui le prennent en charge. Alors évidemment, une collectivité comme le Pays Turdolaire, avec nos 45 000 habitants, bon, je dirais, et puis même si on a un nombre d'entreprises et de structures d'économie sociale et solidaire importantes, on n'est pas en mesure, je dirais, de couvrir la demande. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un travail de fond ici localement sur le sud Alsace pour alors j'appelle ça évangéliser, pour essayer de convaincre, dans le terme d'évangélisation, c'est plutôt de convaincre nos collègues des autres communautés de communes d'essayer de mutualiser un poste en démarrant, qui pourra peut-être, on l'espère d'ailleurs, si tout ça fonctionne, se démultiplier, de manière à ce qu'on ait vraiment accès d'une part en amont des gisements plus importants sur un territoire plus large et en aval également sur un nombre de structures intéressées et concernées beaucoup plus importantes. Merci, M. Borer. Est-ce qu'il y a d'autres réactions aussi des intervenants par rapport aux questions qui ont été posées? Moi, j'aimerais bien rebondir sur d'autres qui arrivent. Ah. Vas-y, Arnaud. Ouais. J'aurais bien rebondir sur le point soulevé par Catherine qui est sur les débouchés, où maintenant, depuis quelques années, on voit apparaître de plus en plus de matériothèques, ce qui est très bien pour le domaine, et on souhaite que ça continue. Et là-dessus, avec Frédéric, on a pas parlé très longtemps, on a vite été d'accord sur le fait de soutenir ces nouveaux acteurs. Donc, de fait, on s'est retrouvé à leur apporter de la matière, avoir un soutien logistique dès la création, du conseil, et maintenant, on arrive à une idée de fédérer cet écosystème de matériauthèque. C'est tout naissant, l'idée derrière étant de s'assurer d'avoir un environnement, d'une part, qui soit non concurrentiel entre nous, et d'autre part, qu'on ait une proposition qui soit cohérente par rapport au public. Voilà. Donc, soit en termes de tarifs, en termes de propositions de matière. Voilà. Donc ça, c'est naissant. Et derrière, Frédéric a aussi amené, et je laisserai peut-être en parler par la suite, cette idée d'incubation de matériauthèque pour s'assurer un maillage plus conséquent du territoire. Voilà, l'objectif étant d'amener la matière au plus proche du consommateur. Voilà. Peut-être avant de repasser du coup la main à Frédéric, combien de matériothèques vous recensez aujourd'hui sur le territoire? Là, on est 3-4. 3-4 sur l'Alsace. On en voit d'autres apparaître dans le reste du Grand Est aussi. D'accord. Frédéric, du coup, tu voulais réagir? Oui, alors aujourd'hui, donc j'ai commencé beaucoup à travailler avec l'art et la matière. Après, voilà, la Renouvelle est arrivée, autour du tissu est arrivé. On a installé cette année, on a inauguré une nouvelle matériothèque sur notre territoire à Malmersbach. On avait hier Benidé qui va ouvrir, donc c'est une ressourcerie au départ autour des meubles et de tout ce qui est dans la maison, mais qui va ouvrir à la fin de l'année une matériothèque à destination des créatifs et du milieu culturel sur Nancy. Je travaille aussi avec la fabrique qui est du côté de Toul et je suis en train de reprendre des contacts. On en avait eu et pour l'instant, ça s'est un petit peu arrêté parce qu'ils ont eu des soucis. Mais voilà, on va reprendre avec les Ardennes. Donc l'idée aujourd'hui, elle est née que
Ben, quand on a vu des matériothèques se faire, le sourceur, lui, c'est un point très important. Ce que évoquait tout à l'heure Catherine, moi, mon unité de travail, j'ai pour habitude de dire quand je suis en entreprise, c'est la tonne et la palette. Quand on va voir un transformateur, ben voilà, il me faudrait 4 mètres de tissu vert et puis 2 de rouge et puis il me faudrait 5 boîtes. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans la même unité. Donc entre le sourceur et les gens en capacité de transformer ou de reprendre ces matières, il y a un maillon qui est très important, qui est les matériothèques. Donc si on veut développer les sourceurs, il faut aussi développer les matériothèques qui sont, elles, capables, un, de la logistique, deux, du stockage intermédiaire. À partir de là, on peut imaginer effectivement cet incubateur de matériothèques qui doit s'adapter aux conditions locales. Des fois, ça peut être une volonté politique de le faire, des fois, ça peut être une structure d'insertion qui veut aller vers un nouveau domaine. Voilà, on peut avoir une initiative privée comme nous, on l'a eu sur le territoire, et les collectivités qui ont suivi pour l'aider. Donc, il va falloir s'adapter. Et l'idée de la fédération aussi, c'est d'aider ces matériothèques, parce qu'on se rend compte que selon le mode de fonctionnement, selon la gouvernance et selon là où elle est, il y a des matériaux qui vont marcher chez l'un qui ne marcheront pas chez l'autre. Pourquoi? Ça s'analyse, il faut le prévoir. Et donc, l'incubateur de matériothèques permettrait de multiplier ces structures-là et de les dimensionner à l'échelle du territoire sur lequel elles interviennent, et donc d'avoir à ce moment-là aussi des sourceurs qui, sur l'ensemble du Grand Est, pourraient alimenter ces matériothèques. In fine, j'ai dans l'idée idéale que l'ensemble de ces sourceurs au niveau régional pourraient créer une base de données fermée de matériaux. Grosso modo, quand on trouve un gisement de 200 kg, on est capable de l'éliminer sur le territoire. Quand on trouve un gisement qui fait plusieurs tonnes, il est très difficile de le faire sur le territoire. C'est pour ça que je vais beaucoup plus loin. Et donc, si on avait, sur des très gros gisements que l'on n'est pas capable localement, ou très localement, je vais dire, de pouvoir valoriser, on le met dans cette base de données fermée des sourceurs, et quand il y a des appels d'offres, comme le rappelait par exemple Catherine tout à l'heure, où la collectivité est obligée de mettre des clauses de réemploi, à ce moment-là, on aurait la possibilité de faire appel à cette base de données fermée du Grand Est des matières premières secondaires disponibles, et donc, en fonction des marchés, le monde de l'ESS pourrait s'adresser en disant, là j'ai une grosse commande d'une structure collective qui me demande, c'est arrivé, c'est un exemple très précis, de faire des sacs de tri des emballages pour monsieur tout le monde. Et là, d'un seul coup, il y a 8 000 ou 16 000 sacs à faire. Il faut trouver des matières premières secondaires pour le réaliser. Et là, on aurait cette base de données. Donc, avoir un incubateur de matériothèques, multiplier les matériothèques, avoir les sourceurs qui sont capables de les alimenter et d'échanger des matières entre eux, et au final, avoir cette base de données Grand Est des matières premières secondaires disponibles. Et là, on aurait un schéma du réemploi qui, à mon avis, tiendrait la route. Merci Frédéric. Peut-être Anaïs, tu voulais réagir? Oui, juste compléter. En fait, aujourd'hui, de moi, ce que j'ai découvert un petit peu depuis 1 an, puisque j'ai découvert ce secteur et les entreprises de l'ESS qui y travaillent. C'est vrai qu'en termes d'appel d'offres et de marché, je pense qu'une priorité au réemploi local serait vraiment nécessaire en termes d'orientation, parce qu'aujourd'hui, en termes de coûts, ce qu'on remarque, on a vu les chiffres avec Catherine, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les surstocks et ce qu'on a déjà sur le territoire, on a souvent des choses qui correspondent et qui correspondent vraiment aux demandes qu'il peut y avoir. Typiquement, je prends un exemple très simple, les cadeaux d'entreprise. Les cadeaux d'entreprise, aujourd'hui, la plupart des entreprises vont passer par aller à l'autre bout du monde pour ramener des cadeaux d'entreprise, alors que actuellement, sur notre territoire, on a plein de choses qu'on peut proposer et qui ne sont pas plus chères. La seule chose, c'est qu'on ne le sait pas. On manque énormément de visibilité et je pense que c'est bien que ce webinaire, justement,
puisse être élargi, que ce ne soit pas uniquement la région, parce que le problème, il est plus général que ça. Et on manque vraiment justement sur ces nouveaux métiers, sur l'économie circulaire, on nous en parle toute la journée, mais de visibilité et de retransmettre les informations de ce qui existe pour que les entreprises sachent que, ça existe, que les collectivités le sachent et en fassent une priorité au niveau local. Voilà. Je te remercie, Giannaïs. Effectivement, c'est un vrai point, un vrai sujet. Je regarde un petit peu aussi des questions qui sont arrivées. Il y avait une question qui s'est posée sur la question du label. Est-ce que les entreprises aujourd'hui qui alimentent justement cette démarche pourraient être aussi intéressées par une labellisation entre guillemets, pour certifier tout le processus qui permettrait du coup, leur permettrait de valoriser? Est-ce que ça a déjà été évoqué? Est-ce que ça a été une piste, des réflexions? Je peux prendre la parole sur une partie de ce point, si c'est OK. Des labels, il y en a plein, mais tout dépend ce qu'on veut. Alors, je vais surtout parler du label Alsace Terre Textile ou Vosges Terre Textile, où effectivement, elle existe aussi sur la région de Troyes et qui a le chapeau également à l'échelle nationale France Terre Textile. C'est aujourd'hui le seul label qui garantit que l'ensemble des étapes de fabrication d'un produit fini textile soient réalisées en France. Or, je vous rappelle que le made in, le fabriqué en France, c'est dans le textile, et en plus, ça dépend quel textile, c'est une étape substantielle faite en France, principalement pour l'habillement, la confection. Pour le linge de maison, c'est une autre étape. Donc, tout ça est complexe. Donc, il y a ce label-là. Nous avons déjà adressé cette question et c'est un vrai sujet. Et la question, et ça a été mis dans les remarques, dans les questions posées, c'est la traçabilité. Et j'ai même des entreprises de l'ESS, notamment des confectionneurs, qui sont engagés dans ce label, qui garantissent que l'étape découpe-confection est faite en Alsace, pour ce qui me concerne. Mais on arrive difficilement à garantir l'origine du tissu si celui-ci il est mélangé dans une palette avec plein de choses, s'il n'est pas tracé. Pourtant, ça pourrait être possible, mais se pose la question de la traçabilité, je dirais, y compris pour les produits, on va dire, nouvelle production, et encore plus demain et aujourd'hui pour les produits qui sont upcyclés. D'où vient le produit, le gisement? Alors, quand c'est avec Frédéric, on sait dans quelle usine il le collecte, on sait où c'est produit, mais parfois c'est, je pense que Gianne a l'expérience également là-dessus, mélangé, ça peut venir de tout horizon et il y a très peu de choses. Je vous rappelle que l'étiquette n'est pas obligatoire, en tous les cas sur le lieu, l'origine. C'est des choses qui deviennent réglementaires, c'est un vrai sujet, la traçabilité, y compris pour s'assurer de l'origine du produit. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, il n'existe pas un tel label, mais c'est des sujets complexes. Et nous, on a conscience que le cœur de tout ça, c'est la traçabilité de l'amont à l'aval, y compris pour les produits upcyclés ou recyclés. Je peux compléter la réponse alors cette fois sur la partie aval. Quand j'ai commencé à effectivement employer beaucoup de réemploi, on a créé un logo de l'EIT Pays Turdolaire. Et en fait, chaque fin d'année, j'envoie à l'ensemble des membres du réseau pour qu'ils aient une visibilité sur ce qui s'est passé, du tonnage qu'on a pu ensemble valoriser. Et je leur mis, voilà, l'année dernière, on a fait 65 tonnes de matière réemployée et vous y avez contribué en donnant tant de matière ou en recevant tant de matière. Et comme le guide du routard, en fait, je millésime le logo. Hein, on a 2023, 2024, 2025. Au début, on m'a dit oui, ok, d'accord. Et je m'aperçois aujourd'hui que les entreprises, au moins en communication interne, l'affichent. Et j'ai eu cette année une entreprise qui, au milieu d'année, m'a demandé le logo. Je dis oui, effectivement, elle avait déjà donné pas mal de matière d'ailleurs. Je dis mais pourquoi vous en avez besoin? En fait, on a un audit client et on aimerait avoir le logo en disant voilà, déjà pour cette année, on a déjà fait cet effort-là, étant donné qu'il l'avait les 2 années d'avant. Et je trouve intéressant que cette labellisation, alors bon là, ça n'a qu'une valeur presque sentimentale de la démarche de sourceur, mais c'est aussi une appartenance au réseau de dire on contribue à et on fait ça. Et c'est une reconnaissance via le logo que certaines entreprises utilisent, au moins en communication interne, si c'était en externe.
Merci Frédéric. Je vois qu'on arrive, on s'approche tout doucement de l'heure de fin de notre webinaire. Peut-être un dernier sujet qui est apparu aussi dans le chat, c'est la question des plateformes numériques. Aujourd'hui, elles commencent à apparaître. Elles sont censées permettre des rapprochements entre donneurs et receveurs, on va dire, de ces produits-là. Type la plateforme Factory qui a été citée dans le questionnaire-réponse, enfin dans les questions-réponses. On avait imaginé potentiellement te poser la question à Frédéric, mais toi, du coup, tu le positionnes où, le sourceur? C'est quoi la valeur ajoutée du sourceur par rapport à l'ère de la plateforme numérique et de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu vois aujourd'hui, toi, une concurrence ou plutôt une complémentarité? Comment tu le perçois? J'ose espérer que l'intelligence artificielle soit pas une concurrence à moi, parce que là, je me poserais vraiment des questions sur mes capacités mentales. Non, je pense que faut bien voir que mon métier premier, c'est de l'animation de réseau. Aujourd'hui, moi, je me souviens d'une réflexion d'un responsable de production. On allait avec une entreprise d'insertion chercher de la matière pour elle. Et elle dit, mais je vais en avoir besoin d'autres matières. Si j'en ai besoin, est-ce que je passe par vous ou est-ce que je passe par Frédéric? Et le responsable de prod réfléchit, ça veut dire, non, passe par Frédéric, lui, je lirai ses mails. Voilà. C'est-à-dire que le rôle d'animateur, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un interlocuteur unique pour l'entreprise, ça fonctionne. C'est ça qu'il va faire. Il ne va pas faire l'effort d'aller sur une plateforme pour dire bah, lui, il veut 300 kilos de trucs, alors bah, je vais l'appeler, etc. Ça ne va pas marcher. Pour moi, et il y a eu depuis, ça fait quand même un moment que je travaille dans le domaine et pas simplement au Pays Turdolaire. Il y a très longtemps, il y avait déjà eu des bourses qui étaient à l'époque papier, qui étaient faites par les CCI pour le réemploi de palettes, de GRV, de choses comme ça. Toutes ces plateformes ou ces tentatives-là se sont à un moment ou à un autre effondrées. Parce qu'on demandait aux gens de, un, mettre les matières et deux, d'aller prendre les matières. Sauf que ça demande beaucoup d'animation et en fait, informatiquement, ça ne tient pas. Moi, je pense que les bases de données sont intéressantes, évidemment, mais qu'elles doivent être dans un milieu fermé et pas ouvert. Faire le bon coin des matières premières secondaires, aujourd'hui, tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu de résultat transcendantal. Donc, je pense que le rôle de l'animateur et les relations humaines sont importantes. Aujourd'hui, le réseau que j'anime, c'est 95 structures, amont et aval. J'ai rencontré toutes ces structures au moins une fois. Toutes. Et je pense que la valeur ajoutée, elle est là. Merci, très bien, merci Frédéric. Peut-être un dernier commentaire de Giannalis et je vous propose de clôturer après le webinaire. Oui, juste en complément, en fait, je pense qu'en effet, l'intelligence artificielle et les plateformes, elles sont importantes et elles peuvent être bénéfiques pour gagner du temps sur la logistique, la gestion derrière. Par contre, clairement, pour avoir voilà, aussi une grande expérience en logistique et en industrie, la valeur ajoutée d'aller voir sur le terrain la réalité de ce qu'il y a, on découvre toujours des choses et ça permet énormément de gagner du temps sur du tri d'informations par rapport à ce qu'on pourrait mettre après en ligne sur une plateforme. Donc, c'est vraiment complémentaire. C'est pas, je pense que l'intelligence artificielle, dans tous les cas, ne pourra pas remplacer, elle n'ira pas toute seule, cette intelligence artificielle sur le terrain. Et il y a une vraie valeur ajoutée à ce poste-là, justement, de sourceur et d'analyse sur le terrain. Merci Giannalis. Et effectivement, j'ai vu une remarque de Richard dans les commentaires qui disait l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence relationnelle du sourceur. Je pense que c'est une belle phrase de clôture. Je vous remercie à tous les 5 d'avoir pris le temps de venir témoigner dans le cadre de ce webinaire. Si les participants, vous avez apprécié du coup ce webinaire, je vous invite à aller dans le petit emoji réagir et nous mettre des petites salles d'applaudissements virtuelles qui apparaîtront à l'écran. Moi, je vous souhaite en plus un bon appétit, parce qu'il est déjà l'heure de midi. Et puis surtout un très bel été, parce qu'on est le 1er juillet, c'est le début des mois d'été, donc passez un très bel été et au plaisir de vous retrouver du coup à la rentrée scolaire pour la suite et les futurs événements du Réseau Collectif. Encore merci à toutes et à toutes et une belle journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.